Yaolana tout le monde, bienvenue aux Inside the Dog du FIFO 2022. Alors, je suis en compagnie de Axel Odike, qui est le réalisateur de Ocean Support, un documentaire réalisé en 2019. Donc, Yaolana, Axel, merci de nous recevoir pour cette interview pour les Inside the Dog et pour le FIFO. On est quand même très attristés de ne pas pouvoir recevoir tous nos réalisateurs cette année, avec les conditions effectivement de la Covid. Mais on est très heureux de te recevoir. Merci. Déjà, merci d'avoir sélectionné le film. On est très honorés. Je dis on, je sais que je parle pour les trois personnes qui ont travaillé sur le film principalement. Donc c'est Dan, son histoire, voilà, c'est Dan Leo. Callum Drummond, qui est mon co-réalisateur. Voilà, donc quand je dis on, c'est nous trois et je suis le seul francophone du lot, donc c'est pour ça que voilà, c'est moi qui me charge de l'interview. Ok. Et donc, j'en viens à ma première question. Donc, comment vous avez, d'où vous est venue l'idée de faire ce documentaire? Enfin, est-ce que c'est Léo qui vous a contacté ou est-ce que vous le connaissiez déjà? Alors, l'histoire, c'est principalement Dan qui a eu l'idée, puisque c'est plus ou moins son autobiographie en fait. Comme on explique dans le film, il a, il a parlé de la corruption au sein de la fédération samoane juste avant le match de Twickenham, et c'est ce qui a généré sa mise à l'écart en fait, puisque on n'a pas voulu lui faire confiance, il a vraiment été écarté du groupe et il n'a plus jamais joué au rugby après cela. Euh, de manière internationale. Je veux dire, il a continué à jouer en club, mais pas pour Samoa. Il avait ça au fond de lui, et il a rencontré Callum, qui a habité à Fidji pendant un moment. Et ensemble, ils ont commencé de manière un peu folle, en fait. Ils se sont dit, on va faire un film. Ils n'avaient pas de script, ils n'avaient pas d'expérience du tout. Et ils sont partis faire des interviews partout. Parce que Dan a des réseaux, enfin un réseau grâce à la fondation qu'il a créée qui s'appelle Pacific Rugby Player Welfare. Oui. Il lui suffit de quelques coups de fil pour avoir accès à tous les anciens joueurs, à tous les joueurs actuels. Et donc c'est grâce à ça qu'ils ont accumulé des dizaines d'heures d'interviews. Et ils ont mis en ligne un petit film sur Rupeni Thathaunibuka. Euh, il y a de ça maintenant, il y a quasiment 4 ans. Et je l'ai vu. Et en parallèle, moi j'étais en train de travailler sur un documentaire sur Manu Samoa et leur chemin jusqu'à la Coupe du Monde. J'avais commencé, tout se passait bien, et il y a eu un changement d'entraîneur. Et on m'a dit, il faut que tu arrêtes, tu peux plus continuer. Donc en fait, je suis rentré en contact avec Dan en lui disant, j'ai vu ton film, c'est bien. Moi j'ai tous ces rushs que j'ai tournés, je peux plus rien en faire. Bah, si tu veux, je te le donne en fait. Et je me suis rendu compte que Dan habitait vraiment pas loin de chez moi. Callum à ce moment-là habitait encore à Fidji. Et j'ai eu Dan qui croyait pas trop au début parce qu'il me dit en fait on sait pas quoi faire, on a tous tout ça. Et de là est née l'idée d'en faire un documentaire. Mais pas seulement pour les fans de rugby, parce qu'au début ils avaient l'idée de faire un documentaire un peu à charge en montant, en expliquant tous les problèmes qu'ils avaient. Et ça aurait été vraiment un film très niche en fait quelque part pour les fans de rugby, pour les gens qui connaissaient un peu tous les problèmes. Et en fait, on a décidé de faire un film beaucoup plus grand public, quelque part pour tout le monde, en fait, même les personnes qui ne sont pas intéressées au rugby, même les personnes qui n'ont pas forcément des liens vers le Pacifique. Et c'était ça l'idée, en fait. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe. Et à trois, on a bossé pendant 18 mois, en plus de nos boulots à côté, avec Callum qui a habité dans le Pacifique pendant un an. On a bossé avec zéro budget, on bossait sur ma table de cuisine, on allait réserver des chambres d'hôtel à la journée parce que c'était pas cher et c'était au milieu. Donc au lieu de se taper de la route pour aller l'un chez l'autre, en fait on se retrouve au milieu. Donc on s'est retrouvé dans des hôtels un peu miteux parce que c'était pas cher. Et à trois, on a fabriqué un film. Voilà, et maintenant on en est assez fiers et on se retrouve
dans des festivals comme le FIFO et on espère que ça va toucher les gens. Le but, c'est d'être vu en fait. Notre idée, c'était pas de faire de l'argent, c'était pas de le vendre à une chaîne de télé. Dan voulait même le mettre sur YouTube au début. Son message, c'était vraiment expliquer en gros les problèmes et quelque part offrir ses solutions aussi. Et l'idée, c'était vraiment pas de gagner de l'argent, c'était vraiment de ce qui se dit en anglais, de la awareness. Je suis désolé, j'habite en Angleterre depuis un moment, je trouve plus mes mots français. Mais c'est vraiment faire parler des problèmes et que les gens, les fans de rugby et que les gens, le grand public, comprennent un petit peu ce qui se passe pour beaucoup de joueurs. Oui, oui, ça se ressent tout le long du film. En fait, moi, je suis pas du tout une grande supportrice de rugby et pourtant, quand j'ai regardé le film, j'ai trouvé ça hyper accessible, hein. Donc, et j'ai trouvé ça hyper accessible parce que je trouve que la manière dont a été, on va dire, écrite et éditée, en fait, le film, ça ressemble quand même à une narration qui nous touche un peu tous, en fait. C'est-à-dire que le fait de chercher des réponses dans pourquoi on vit une injustice, et du coup, le trajet que fait Dan d'aller voir les fédérations, les joueurs, là où, bon, je suis en train de spoiler le film, mais en gros, d'aller Tout le chercher un peu monde, ces c'est ça, réponses ouais. partout. Parce qu'à la fin, du coup, de ce documentaire, je me dis, mais bon, il y a toutes les réponses qui sont un peu dites, mais en même temps, on a envie de se demander, du coup, est-ce que c'est pas aussi un documentaire pour les supporters, en fait? C'est marrant tout ça parce que la réponse qu'on a eue des supporters, parce qu'au début, le film, quand on l'a sorti, c'est sorti sur Internet. Et en gros, on l'a posté, Dan a fait un tweet, ça a été relayé par plusieurs groupes. Donc c'était vraiment les joueurs de rugby qui ont fait la promo en fait. Donc c'était vraiment, au début, ça a touché un public rugby à 100%. Donc la première semaine, on a été inondé, mais genre, quand je dis des dizaines de messages, c'était toutes les heures, on avait des dizaines de messages de gens qui voulaient nous aider, de gens qui disaient mais c'est insupportable, j'étais pas au courant. Et ça, c'était vraiment les supporters en fait. Et on s'est dit, ça c'est super. Quelque part, on n'était pas préparé à avoir une réaction aussi forte dès le début. Euh, les gens connaissaient pas l'association de Dan. Grâce à ça, on a créé une page Patreon, on a vendu des t-shirts. C'est des trucs tout bêtes, hein. On se dit, mais pour l'instant, on a gagné plus d'argent à vendre des t-shirts qui est reparti dans l'association que de vendre le film à des chaînes de télé, quoi. Ce qui est, je trouve, quelque part, ça me fait rire parce que le système est un petit peu comme ça. On a approché des chaînes de télé au début. Personne voulait le film. Personne. Parce qu'il y a les droits de la Coupe du Monde qui étaient en discussion. La prochaine Coupe du Monde est en France. Et quelque part, c'est un sujet relativement sensible en fait, parce que le rugby en France et en Angleterre où j'habite, c'est quand même des. C'est pas le football, mais ça arrive juste derrière, quoi. Et du coup, on nous a fermé toutes les portes. Et quand le film est sorti, ces mêmes personnes qui sont revenues en disant pourquoi vous nous avez pas proposé le film. Et on s'est dit, et quelque part, pourquoi vous avez attendu la réaction des fans? Vous vous êtes dit, ah, peut-être que, en fait, ça va, ça touche pas trop de monde, ou peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment une solution. Et donc, en fait, la réaction des fans, c'est vraiment pour nous ce qui a tout changé, en fait. Parce que quand on va regarder du rugby, on regarde un match, d'accord? C'est-à-dire, il y a l'émotion, il y a tout ça. Mais il y a des gens qui regardent du rugby, il y a des gens qui suivent des équipes, il y a des gens qui. Et ça, c'est un peu plus profond, en fait. Il y a des gens qui ont des liens avec des gens du Pacifique, il y a des gens qui ont des liens avec une équipe, avec une ville. Et on peut pas fermer des yeux sur tout ce qui se passe derrière. On peut pas dire je regarde juste le rugby et c'est 80 minutes et puis après le reste de la semaine ou du mois ou de l'année, ça me touche pas. Et je pense que c'est ce qu'on a voulu faire avec ce film en fait. On a voulu faire un film pour tout le monde. Et le rugby, quelque part, ça rejoint un peu le rugby. C'était un peu quand on a essayé de vendre le film au début, on disait que c'était pas un film à propos du rugby. C'était pas un film sur le rugby. C'était un peu, je prends un grand mot, mais c'était un peu de l'esclavage moderne qu'on voulait dénoncer. C'était la corruption, c'était
c'était tout ça, en fait. C'était quelque part les conditions des joueurs qui traversent, enfin, qui font le tour du monde pour venir rapporter de l'argent à leur famille, parce qu'ils font pas ça pour eux, quelque part. On en parle dans le film, tous les joueurs, même ceux qui ont des très gros salaires, hein, ils gagnent, ils gardent pas grand-chose au final. Bah oui, c'est expliqué dans le film. Il ramène, enfin, quand tu parlais de Fidji, je crois, où il y a 20% du PIB C'est ça. qui est généré par le revenu des joueurs, quoi. Enfin, c'est bien expliqué, hein, cette partie où les joueurs, bah, c'est leur porte de sortie, en fait. Et c'est pas que pour eux, c'est vraiment pour toute leur famille, pour leur village. Et au début, quand on est tombé sur ce chiffre, 23% du PIB, je crois que c'est entre 20 et 23%, on se dit mais c'est pas possible en fait, c'est pas, ça génère autant que, on a fait les calculs, ça générait autant que le tourisme et que, je sais plus, les restaurants. En Angleterre, on s'est dit mais c'est pas possible, il y a des touristes partout. Et remettre ça à l'échelle, c'était vraiment incompréhensible en fait. Oui, mais du coup, c'est là où tu te demandes, enfin, du coup, le fait d'avoir un président, premier ministre et président de la fédération au Samoa, du coup, tu comprends pourquoi c'est important pour eux, mais du coup, enfin, évidemment que ça ne devrait pas être comme ça. Évidemment qu'on ne devrait pas avoir ce président de la fédération de Fidji au Samoa qui est en même temps président et en même temps premier ministre. Enfin, on ne va pas s'étendre sur ce sujet, mais clairement, c'est un peu une aberration dans comment on peut gérer et arbitrer la Fédé, quoi. Enfin, Ouais, ça fait un peu peur, mais on se rend compte que quelque part en France, le président de la fédération de rugby, c'est un ancien ministre aussi. Et quelque part, c'est des positions de pouvoir. Je suis d'accord qu'il ne faut pas donner ces postes à n'importe qui, parce que il y a des responsabilités, il y a des compétences à avoir. Mais quelque part, pour moi, la politique, le sport, ça devrait être séparé, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas les mêmes personnes qui. Soit on fait du business, soit on espère gérer une équipe, mais je pense que. oui, c'était assez intéressant le fait que bah, vous questionnez ça dans le documentaire. À l'époque, est-ce que enfin, d'autres gens auraient pu tenir cette fédération en face de la World Rugby qui sont des requins et qui en fait finalement n'apportent absolument pas grand-chose à part de prendre ces cerveaux-là, entre guillemets, et cette fuite de cerveau, cette fuite de joueurs et de joueurs professionnels, quoi. Quelque part, c'est. Ouais, il y a ça. Après, je pense qu'il y a. À Samoa, il y a. En particulier, j'imagine que c'est. Ça, non. Je connais mal la culture du Pacifique sur ce niveau-là, pardon, mais il y a l'idée des chefs de clans, de villages, et quelque part, ça montre la position de pouvoir, en fait. Et comme le rugby est très très important à Samoa, que le Premier ministre, le chef le plus important, représente ce sport, quelque part, ça peut être compréhensible, en fait, d'un point de vue traditionnel ou d'un. Voilà. Oui. Mais maintenant que. Quand on va parler. C'est ça. Dans le film, on le voit un peu, c'est que le Premier ministre avait pas envie de faire l'interview, en fait. Ils ont repoussé l'interview une fois, et le lendemain, quand Dan y est allé, la secrétaire est venue en disant il veut pas le faire, il va vous imprimer les réponses et c'est tout. Et Dan savait que le Premier ministre était dans la pièce à côté, et ils ont insisté un peu, et il a fini par accepter en fait. Et quelque part, ça montre bien que il y a la position de pouvoir en disant non, en fait je le fais pas, et après, en creusant un peu, je suis sûr que le Premier ministre, il aime le rugby autant que tous les Samoans, et qu'il a envie de faire quelque chose, et qu'il n'est pas forcément bien vu, parce qu'il n'a pas forcément pris les bonnes décisions, mais qu'il espère un peu faire mieux maintenant, et je pense qu'il essaye d'y travailler un petit peu, mais bon, il y a eu des grosses erreurs qui ont été faites, c'est sûr. Mais Ouais. le film, ce qu'on veut, on voulait pas trop pointer du doigt en fait. On voulait proposer des solutions et éduquer un peu les gens. C'était ça notre idée. Bah, clairement, et puis même le président, il le dit, genre, que Dan, si tu peux nous apporter de l'aide et des solutions, on est preneur, quoi. Enfin, c'était quand même assez bien expliqué, ça aussi, quoi. C'était bien montré que
on est face à un homme qui finalement bah, est un peu désespéré, hein, comme l'explique très bien Ouais, le film, hein. c'est ça. Ouais, ouais. Il a clairement menacé de mort Dan quelques mois plus tôt, enfin quelques années plus tôt, et là il vient lui demander de l'aide. Ouais, il y a totalement un revirement de situation, c'est un peu hallucinant, quoi. Oui, il y a un super revirement de situation, comme quoi bah, le travail qui a été fait aussi par Dan avec son association, ça a porté ses fruits, quoi. Ouais. Et à la suite du film, en fait, on a eu des bonnes surprises. Là, il y a, je sais pas, 2, 3 mois, World Rugby vient à la surprise de tout le monde, en fait, à changer les règles à changer les règles d'éligibilité. C'est-à-dire que Charles Tutao, qu'on interviewe dans le film, il espère jouer pour Tonga pour la prochaine Coupe du Monde. Alors, pour lui, quelque part, c'est un peu un rêve de gosse. Il va jouer avec son frère. Son frère, il joue pour Bah Tonga. oui. Lui, il pouvait pas jouer. Et ça, je pense que c'est un peu grâce au film, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient, mais on s'en fout, l'éligibilité, pourquoi le mec il joue pour un pays, pourquoi il veut changer. Et je pense que ça, on a éduqué beaucoup de gens, en fait. Et ça a été une grande victoire, parce que Dan, c'est un projet qu'il portait depuis longtemps. Et ça a porté ses fruits. Le directeur de World Rugby a promis de revoir le conseil de World Rugby, parce que c'est totalement injuste, en fait, pourquoi certains pays représentent 60% du conseil, ces 10 pays représentent 60% du conseil, alors que 140 pays ont 25%. C'est Ouais. juste pas compréhensible, en fait. C'est pas une démocratie, ça rien de Ah non, démocratique, tout là, ça. on est loin d'une démocratie Ouais, dans tout ce qui a été vu dans ce documentaire. C'était oui, très intéressant ce moment avec le président de l'époque de la World Rugby qui était interviewé par Dan et qui s'exprimait sur le fait d'avoir potentiellement une répartition équitable des revenus et des entrées ouais, et que il n'y ait pas de réponse concrète de la part du président sur cette question. C'était vraiment, bah non, en fait, on est incapable de pouvoir arbitrer euh, la, la World Rugby, en fait. C'était un peu ça c'est qui ça. était dit et, et ça a changé du coup. Là, maintenant, aujourd'hui, déjà, c'est plus le même président. Il est parti. On sait pas si son départ est lié à notre film, mais c'est arrivé 2, 3 semaines après notre film. Ah oui, quand même. Ah oui, là, c'est... Voilà. Oui, on va pas faire de conclusion hâtive, mais Exactement. quand même, c'est... Mais d'accord, ok. Bah, j'avais une question, mais je crois que tout a été répondu. Est-ce que... Alors, oui, j'ai une autre question. Donc, le documentaire retrace bien, du coup, tous les enjeux du rugby pour les joueurs du Pacifique, et notamment pour les joueurs de Samoa, Tonga et Fidji. Mais donc, tu as déjà répondu un petit peu partiellement à cette question, mais est-ce que mondialement, maintenant, tous les autres joueurs de rugby ont eu conscience de ces problématiques et de ces enjeux, en fait parce que tu disais qu'il y avait eu des retours de joueurs, mais est-ce qu'il y a eu un ensemble de joueurs mondiaux qui sont maintenant au courant? Et quand je dis mondiaux, surtout des premiers tiers, enfin des nations des premiers tiers pays, quoi. On sait que les All Blacks ont regardé le film lorsqu'ils étaient en camp. Donc ça, pour nous, Ok, c'était une petite victoire. On a eu un texto un jour d'un joueur qui nous disait on est en train de regarder le film. La veille du match, je crois que c'était contre l'Argentine il y a quelques mois, et on s'est dit bon, c'est pas mal. Parce oui. qu'on sait que la Nouvelle-Zélande, c'est quand même un pays où il y a une très forte migration de Fidji, Samoa et Tonga. Et du coup, les Bah, talents, pour être... voilà. c'est les voisins de Fidji, Samoa et Tonga. Et du coup, oui, c'était la question, parce que ça, il ne s'est pas réellement abordé dans le documentaire.
Est-ce que, comment se positionner un peu la Nouvelle-Zélande et l'Australie par rapport à ça, en fait, par rapport à ces questions, puisqu'ils font partie des, des, des nations du premier tiers? C'est c'est marrant parce qu'en fait, l'argent dans le rugby, il est en Europe. Il y a, D'accord. donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent jouer en Europe. Mais en même temps, la différence entre les îles du Pacifique et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on en est déjà, il y a déjà, c'est pas une marge d'écart, mais c'est vraiment énorme. Et l'Europe est vraiment encore au-dessus. Donc, à cause de l'immigration, il y a beaucoup de joueurs qui jouent aujourd'hui en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Leurs parents ont immigré et ils se Mhm. sentent quelque part autant australiens ou néo-zélandais que leur nation d'héritage en fait. Et quand on leur propose de jouer pour un pays ou pour l'autre, souvent c'est le premier pays qui passe le coup de fil qu'a le joueur en fait. Mais des fois aussi, il y a la discussion en famille en disant écoute, si tu vas jouer pour ce pays-là, tu vas jouer deux trois matchs par an, tu vas pas être payé. Ou si tu vas jouer de l'autre côté, tu sais que tu as un salaire et que tu vas pouvoir quelque part t'occuper de nous si on a un problème, tes frères, tes sœurs, et t'as pas trop à prendre, poser la, enfin, te poser trop de questions, quoi. Je pense qu'on est tous un peu dans le même cas, en fait, quand on nous propose deux boulots avec deux salaires très différents, quelque part, si le boulot est très similaire, on va prendre le gros salaire, et quelque part, c'est un choix qui est tout à fait compréhensible, quoi. Bah oui, bien sûr. Et encore plus face à des joueurs qui viennent de Tonga, Samoa et Fidji, où on parle pas du tout. On l'a pas mis dans le film, mais je pense qu'il voulait pas trop. Je pense que je peux en parler maintenant, mais on a interviewé Manu Tuilagi. Ses six frères ont joué pour Samoa et lui, il joue pour l'Angleterre. Et je t'ai perdu en fait. Tu m'entends? Ok, on a... Ah, on était coupé. Désolé, Non, oui, non, il on n'y a a pas de été souci. coupé. Oui, je comprenais pour que ces joueurs-là, ils puissent décider de prendre, d'aller dans une autre Ah oui, la équipe nation d'adoption, c'est et que, ça. Ouais. voilà, c'est ça. Et que du coup, évidemment qu'avec un mode de vie comme au Fidji, au Samoa et au Tonga, on peut comprendre pourquoi ils y vont. Ouais. Mais du coup, ce que je me demandais, c'était plus... parce que tu disais que les All Blacks avaient répondu au film. Et, mais est-ce que c'est compliqué pour eux, par exemple, de suivre un peu la démarche de Dan ou... Parce qu'eux aussi doivent avoir leurs arrangements, en C'est fait, ça. avec le fait que ce soit une grosse équipe et que bon, tout le monde connaît les All Blacks dans le monde entier, quoi. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que vous avez eu des retours des All Blacks ou des Néo-Zélandais? Le truc qui est intéressant, c'est que cette idée d'un peu de l'omerta, c'est-à-dire quand on joue au rugby, on parle pas au public. Même, enfin, je pense que ça se passe dans beaucoup de sports. Ça ça s'est passé puisqu'en gros, on a peu de joueurs actuels qui jouent encore, qui nous ont aidés à faire la promo. Ils ont, ils ont pas pu, pas voulu, pas été autorisés. Je peux pas spéculer, mais voilà. Oui, oui, Euh, oui. Mais oui, en ça, vous privé, avez eu surtout... en privé, on a eu beaucoup de retours positifs. Mais quand on a demandé un peu aux joueurs de mettre un message pour nous aider à faire la promo, ça a été difficile. c'est plus compliqué, oui. Ouais. Et puis ça se comprend aussi. Ouais, quelque part, c'est pas leur rôle. On vit un peu dans le mode en ce moment où tout doit se faire par. Ouais, c'est ça. Mm. Non, mais après, c'est vrai que ce dont on se rend compte, c'est surtout que... Enfin, ce film, moi, je trouve vraiment que... Oui, plus que les... Enfin, vraiment les supporters et ceux un peu... Enfin, finalement, les consommateurs de cet entertainment sont ceux, finalement, qui peuvent faire bouger les choses et, euh, et puis du coup, moi, je me suis dit que j'allais regarder aussi, que s'il fallait faire quelque chose, j'agirais.
Et, mais du coup, non, oui, ça a été un film très complet. Et c'est vrai qu'on a envie de se dire, mais que fait la Nouvelle-Zélande et l'Australie mais oui, du coup, on comprend bien quand même avec ce documentaire que chacun a ses règles et que Ouais. il y a encore rien de régie, il n'y a aucun arbitrage et que du coup, bah, évidemment, ils peuvent pas trop se positionner encore et que ça va certainement changer du coup On avec ce espère, ouais. documentaire. Mais le rugby, c'est vraiment la loi du plus fort sur le terrain et hors du terrain, en fait. C'est vraiment... Et hors du terrain, c'est ouais. ouais, c'est surtout ça, en fait. On pense pas avoir de solution définitive. Notre film, il voulait juste donner je sais pas, une vue, un point de vue sur l'état actuel du rugby et proposer quelques solutions. Mais on sait qu'il y a encore beaucoup de failles et qu'il y a encore beaucoup de choses à changer. Parce qu'on a fait ça quelque part de notre petit coin et on n'a pas, on n'a pas la vision globale qu'ils ont entre eux quelque part. Mais il y a des chiffres quand on sait qu'on va voir un match à Twickenham par exemple et que les petits pays sont à peine payés ou pas payés du tout. C'est voilà, c'est je veux dire, il y a des choses qu'on ferait pas. Moi, j'irais pas jouer. Enfin, souvent, d'ailleurs, c'est même une semaine de camp plus le match pour aller gagner 400 euros. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le ferait s'ils n'étaient pas vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient, quoi. C'est... Bah oui, et peut-être que maintenant les gens peuvent aussi, on va dire, boycotter ce genre de match tant que ça change pas aussi, quoi. Enfin, Ouais, en c'est... plus, enfin, je veux dire, je crois pas qu'ils demandent. Enfin, quand ils avaient eu leur conversation avec le président, Dan demandait, enfin, disait que rien que 5 à 10% des revenus suffirait à ce que les choses soient beaucoup meilleures pour n'importe quel petit pays, quoi, n'importe quelle petite nation. Donc voilà. Mais oui, il y a peut-être. Enfin, en tout cas, ce documentaire interroge beaucoup de choses sur comment on doit gérer les choses. Et au final, il interroge ça sur plein d'autres aspects finalement, et pas seulement du rugby. Et je trouve que on a un documentaire qui est complet et qui montre bien en fait, enfin qui montre bien à quel point là, de A à Z, une personne a pu faire toutes les portes et aller partout et se renseigner par lui-même. Il a fait des actions et là, bah, maintenant, on est face à nous-mêmes à Exactement. en fait finalement prendre nos propres décisions, quoi. Mhm. Dan, il aime pas du tout cette idée de ce mot activiste ou héros. Il pense pas du tout qu'il fait ça. C'est pas ce qu'il. Il fait ça pas. De toute façon, il joue plus au rugby maintenant. Il fait pas ça pour lui. Mais il fait ça vraiment pour. Moi, je trouve que c'est vraiment un activiste, mais il fait ça pour les autres. Il fait ça pour le futur. Mais il refuse cette idée de héros. Et pendant des fois, on faisait le film, il était là, mais vous pouvez pas mettre ça, les mecs. C'est pas moi. Il est tellement humble qu'il refuse. Je sais pas combien de fois on a refait le. Je sais pas. On avait fait au début un grand passage sur le début de sa carrière et tout ça. Et il trouvait que ça en faisait trop. Donc au final, on a tout dégagé. Et on a eu toute la. Parce qu'il trouvait que ça en faisait trop. Il voulait pas parler de lui. Il est très timide, très humble. Mais quelque part, ouais, Oui, bah oui. c'est un activiste, un héros. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi quand je dis ça, quoi. Sa ligne d'action en fait. Ouais. Même si le but c'est pas de le personnifier, hein, évidemment. Je comprends bien qu'il n'a pas du tout envie d'être personnifié et etc. Mais par contre, ses actions en restent pas moins des actions héroïques et louables. Donc, bah, désolé Dan, hein, mais ça va être compliqué. Si, Mais si tu veux, on va le remettre encore plus sur son piédestal de héros. Maintenant, il habite en Australie, Dan, et il travaille avec des personnes tétraplégiques.
Et c'est un ancien Ok. rugbyman qui a créé ça. Donc en fait, l'idée c'était d'avoir des personnes fortes pour bouger les personnes qui étaient en fauteuil et tout ça. Et il est super heureux, il fait ça, il se trouve très utile dans ce qu'il est. Et moi je trouve que c'est louable comme boulot. Il fait des heures de fou, il est pas bien payé. Mais c'est voilà, Dan. Bah oui, non, mais enfin, c'est un vrai profil, c'est un vrai profil hein, de gagnant et de battant. Et au final, les joueurs de rugby, c'est un peu ça finalement, hein. Il y a cet C'est des esprit héros. d'équipe. Ouais, c'est ça. Il y a cet esprit d'équipe. Quand j'ai Oui. commencé à faire le documentaire sur Samoa, qui s'est pas fait au final, j'ai, je les avais déjà rencontrés avant et je suis allé passer une semaine avec eux en Espagne. Ils jouaient contre l'Espagne, je suis con. Ah Euh, oui. euh, et vraiment, ils m'ont traité comme un frère. Et en fait, on s'était déjà un peu croisés avant. J'ai commencé à parler avec eux au début de semaine. Et à la fin de semaine, on passait tout notre temps ensemble. Il m'appelait Uso, qui veut dire frère en samoan. Et je suis encore pote avec eux. Et quelque part, on a cette relation qui s'est créée. Pour moi, c'est vachement fort et c'est vachement unique en fait, parce que j'ai travaillé, j'ai rencontré pas mal d'athlètes, pas mal de sportifs avant, en faisant d'autres films. Il y a toujours cette distance en fait, quelque part. Et Mm. quelque part, c'est respectable. Les mecs, ils sont athlètes, ils font professionnels. Moi, je fais un film sur eux. Je comprends. Mais là, avec les Samoans, il y a toujours, je veux dire, c'est marrant, mais quand je filmais mes trucs, j'avais mon sac à dos, j'avais mon kit. Ils me laissaient même pas porter mon kit, quoi. Ils voulaient tout porter pour moi. C'était, je suis C'est revenu, pour ça qu'on mais voit le sac à dos à chaque fois, le sac à dos de Cam sur le dos de Dan ah bah ouais, c'est ça, dans certains ouais, footage. c'est ça. Il y a vraiment cette idée de communauté et de fraternité vraiment qui est, Oui. c'est ça. Et les Manu Samoa, ils s'appellent frères entre eux, mais pour l'avoir vu plusieurs fois, même après quand je suis allé avec Dan filmer des interviews à droite à gauche, c'est la relation qu'ils ont, c'est quelque chose. Enfin, je peux comprendre parce que quelque part ils sont à l'autre bout du monde, ils vont retrouver leur noyau de copains et quelque part de traditions qu'ils ont aussi dans le Pacifique. Mais Mhm. c'est super fort quoi. C'est quelque chose que moi, même avec mes potes d'enfance, je retrouve pas quoi. Oui. Non, mais c'est. Il y a aussi un projet très intense derrière hein, qui fait que on peut pas se séparer de ce genre de personnes comme ça quand vous avez travaillé autant et vous avez autant donné de vous-même, quoi. Là, c'est carrément une famille, en fait, hein. Ouais. Donc, Non, c'est... c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Mm. Non, bah merci, hein, merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions avant? Mais, euh, mais en fait, tu as quand même répondu à toutes mes questions dans mes questions. Et du coup, donc, merci beaucoup pour cette interview. De Merci rien. d'avoir pris le temps euh, et de représenter du coup pour Dan et Callum, le film Oceans Apart au FIFO. Bah, ça aurait été vraiment super de vous accueillir ici parce que on n'a pas une grosse, on n'a pas énormément de joueurs de rugby, mais je pense qu'ici ça aurait été un plaisir pour beaucoup de personnes de vous recevoir et de vous accueillir au FIFO. Ok, bah, merci à vous. Euh, Merci à toi. Merci.